C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous êtes confortablement installés en cette froide nuit. Nous allons essayer de nous réchauffer le cœur en étant à l'écoute de vos témoignages au 39 21 et en essayant de vous apporter un peu de réconfort, un peu de soutien. Justin et Asiba vont vous accueillir chaleureusement. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez également accueillis sous l'œil attentif de Michael Sanchez qui réalise l'émission ce soir. Et si vous voulez participer, vous pouvez également nous écrire, nous envoyer un petit courriel sur le site europe1.fr. J'ai déjà quelques mails dans les mains. Lucie de Lille qui voulait par avance souhaiter un joyeux anniversaire à la décennie de cette libre antenne. Elle dit cette émission qui me captive tous les soirs et qui voulait faire également d'énormes bisous à Quentin que j'adore pour son écoute, dit Lucie. Bon, on va lui mettre votre mail de côté, ça va lui faire vraiment très plaisir. Un petit clin d'œil amical également à Daniel qui est chauffeur poids lourd et qui écoute l'émission. Donc j'espère qu'il n'est pas sur la route ce soir parce que soyez prudents, hein, il y a encore beaucoup de neige et de verglas dans beaucoup de régions. À Marie également qui m'a écrit, et puis Alice qui dit comment font les Français de l'étranger ou les étrangers francophiles qui vous écoutent à travers le monde pour participer aux 10 ans de l'émission, parce que il y a une vraie communauté de la nuit qui donne à tous ceux qui sont seuls un sentiment d'appartenance qui leur permet chaque soir d'oublier leur solitude pendant 2 heures. Alors comment on veut faire nous si on veut aussi participer là le 9 décembre? Peut-être dans vos courriels justement ma chère Alice, envoyez dans la partie message à ce moment-là votre numéro de téléphone et puis nous vous rappellerons, parce que c'est vrai qu'avec le 3921 malheureusement de l'étranger vous ne pouvez pas nous joindre. Alors dans la partie message vous mettez votre numéro de téléphone en entier et puis le soir du 9 décembre il y aura une partie libre antenne et on vous rappellera pour que vous puissiez nous faire un petit coucou amical comme ça là où vous vous trouvez dans le monde. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, c'est assez difficile de commencer comme toujours. Oui. Alors on va commencer tout de suite. Oui, autant vous lancer. Oui. D'abord je dois vous prévenir que j'ai souvent beaucoup de mal à m'exprimer oralement. Alors je vais essayer. Mon problème, c'est que actuellement je traverse une crise très douloureuse avec mon mari. Je le connais depuis 28 ans et on est mariés depuis 25 ans. Oui. Et pendant tout ce temps-là, on a eu une vie calme, on a eu 2 enfants. Il faut vous dire que j'ai 60 ans et lui il a 7 ans de moins que moi. D'accord. Et il est malvoyant. Et au départ, c'est son handicap qui m'a interpellée et intéressée chez lui. Bizarrement peut-être. Oui, pourquoi effectivement? Pourquoi ça m'a intéressée? Oui. Je sais pas, parce que j'aime bien aider les gens. C'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Mmh. Donc il a perdu la vue dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans. D'accord, oui. Donc on a eu jusqu'à il y a 1 an une vie calme, sans problème, peut-être un petit peu monotone. Et puis il y a 5 ans, il est tombé amoureux de quelqu'un, d'une fille, et il a pas voulu vivre cette aventure. Il a lutté toutes ses forces pour ne pas céder. Mmh. Et à partir de ce moment-là, sexuellement, il a il a réagi. Il s'est rendu compte qu'on n'avait pas une vie sexuelle qui lui convenait. Et il m'a demandé si j'étais d'accord. Enfin, je lui ai donné mon accord pour chercher quelqu'un parce que je me rendais compte qu'il était malheureux. Et pendant 5 ans, il a cherché quelqu'un.
et il a pas tout le monde refusait, enfin juste sexuellement quoi au départ. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé vers cette femme dont Non. il était amoureux. Oui, il a lutté et il s'est rien passé et il a pas regretté. Donc, mais ça a réveillé chez lui un désir sexuel au fond. Il sentait qu'il était frustré dans votre relation sur ce plan-là. Oui. Donc, il en a parlé avec vous et vous dites qu'au fond, puisque vous ne pouviez pas ou souhaitiez pas lui apporter cela, vous dites, je reprends vos mots, hein, vous lui avez donné votre accord pour qu'il aille chercher cela en dehors de votre couple. Oui. Je dis ça peut-être sans vraiment me rendre compte de ce que je disais en fait. Bon, alors donc il l'a fait pendant 5 ans, donc tout le monde, personne ne voulait. Puis un jour il est tombé sur quelqu'un. Un jour, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an. Et voilà. Et je l'ai appris incidemment. Au bout d'un mois où ça se passait, au bout d'un mois. Au début, ils se voyaient une fois par semaine. Je le savais à chaque fois qu'ils se voyaient, qu'ils se rencontraient. Enfin, j'étais au courant de tout, l'heure. Je vivais avec eux. Comment ? Mais pourquoi le saviez-vous ? Parce que du fait qu'ils sont malvoyants, on habite loin d'une ville. Enfin. Ah oui. Je savais qu'il partait pour ça, quoi. Donc c'était déjà douloureux. Ensuite, je souffrais. Alors il a arrêté son histoire au bout de 2-3 mois. Et puis tous les deux, lui et cette personne, sont tombés dans la dépression. Donc ils ont recommencé. Et cette fois, c'était une fois par mois. Et c'était une fois par mois, voilà. Donc, mais même une fois par mois, pour moi, c'était trop parce que ça existait quand même. Ça aurait pu être une fois par an, c'était pareil. Bon, elle était toujours là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je comprends très bien. Oui, il y avait une relation. Oui. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez au fond, par rapport à cet accord que vous aviez donné entre vos paroles et cette relation qui existait, au fond, vous ne la supportiez pas. Non, très mal. Et surtout, ce qui a déterminé l'arrêt, c'est que ici, chez nous... Il aurait fallu que vous ne soyez pas au courant. C'était difficile, du fait qu'il se déplaçait difficilement et il ne travaille pas. Et il était très souvent chez nous. C'était pas possible que je ne sache pas. Enfin, de toute façon, oui, vous étiez au courant. Donc finalement, cette relation a continué. Oui. Elle a continué, elle a repris donc une fois par mois. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que il passait son temps, enfin je savais qu'il passait son temps ici chez nous à lui écrire des textos. Et puis il disait oui, je vais aller faire une promenade, je vais aller voir je sais pas quoi. C'était pour lui téléphoner. C'était trop. Alors je lui ai dit écoute, il faut ça c'était il y a 3 mois. Il faut arrêter parce que moi j'en peux plus. Tu vas partir pendant 1 mois, on va faire un essai. Et puis pour voir ce qui se passe. Et puis bon, je me suis rendu compte que ça allait pas changer. C'est peut-être compliqué ce que je raconte, non ? Non, écoutez, moi je pense que les auditeurs suivent également. Alors donc je lui ai dit écoute, non c'est pas possible, il faut arrêter. Et il est allé s'installer, il est parti d'ici, il est allé s'installer dans une petite pièce à Lyon où il vit. Et puis moi je vis de mon côté, on est tous les deux séparés. Et voilà, alors pour moi c'est douloureux parce que on était très proches et puis comment dire, je sais pas ce qui va se passer. Je me dis que peut-être c'est une crise. Voilà. Il ne s'est pas installé avec cette femme ? Non. Il se voit que les week-ends. D'accord. Et vous êtes en contact ? Alors, justement, oui, on se voyait
on se voyait un petit peu une fois par semaine et on s'envoyait des textos. Et ma dernière intervention, ça a été de dire il y a 4 jours, écoute, j'arrête pas de faire des coupures. On va faire une coupure de 1 mois, ne rien s'envoyer, ne rien tout couper pour voir ce qui se passe. Oui. Et voilà, ça fait 4 jours. Et pour moi, c'est très dur. Et... Oui, mais je pense que vous avez raison. Oui. Je pense que c'est préférable de le laisser un petit peu face à lui-même et réfléchir, parce que de toute façon, pour vous, ça devenait très douloureux, cette situation. Oui. Donc, il vaut mieux qu'il fasse le point et puis que vous fassiez le point de votre côté. Donc comme moi, alors ce qu'il y a, c'est que c'est un peu compliqué parce qu'il va y avoir, ça tombe, on va arriver avec les fêtes de Noël là, mais cela dit, parce que vous avez des enfants, il va y avoir, je sais pas comment vous envisagez les choses, d'ici là, vous allez avoir le temps de voir. Mais ça montre votre histoire, Patricia, c'est toujours très compliqué. Quand, voyez, ces situations, à un moment où, quand on est dans une vie, vous disiez, un peu calme, monotone, et qu'on arrive à cet accord de dire, il n'y a pas de sexualité entre nous, et au fond, il y a des couples, plus qu'on ne croit, qui ont ce fonctionnement-là. On l'entend, ça, en thérapie, qui, au fond, n'ont plus de sexualité. On en avait un petit peu. Vous en aviez un petit peu, mais d'accord. Ça lui suffisait pas. Et puis il a voulu changer aussi. D'accord, ça c'est autre chose, mais il subsistait encore un peu de sexualité dans votre couple. Oui. D'accord. Ah, oui. Bon, parce qu'il y a des couples et plus jeunes, des couples même, enfin plus jeunes au niveau de l'âge et même au niveau de la durée parce que ça fait, vous vous connaissez depuis 28 ans, vous êtes mariés depuis 25 ans, on voit même des couples de plus jeunes couples, je veux dire, voyez, en termes de durée de couple, qui n'ont déjà plus de sexualité. Et qui s'en accommodent. Alors, parfois plus ou moins bien, et parfois avec un accord tacite, implicite, où l'un des deux va trouver la sexualité à l'extérieur du couple. Oui. Et où parfois, et c'est souvent, ça vient souvent quand même de la femme qui dit, quand le mari peut-être est plus demandeur, de dire, mais après tout, ce que je ne peux pas t'apporter, tu peux aller le chercher ailleurs. Donc, ça le dédouane d'une culpabilité, puisqu'au fond, il se dit qu'il a l'accord de sa femme. Dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça, parce que il y a toujours ce risque que, au-delà d'une relation sexuelle trouvée à l'extérieur, il y ait de l'attachement après qui se mette en place. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il peut y avoir une maîtresse ou un amant qui entre dans la relation en parallèle, mais au-delà de la sexualité, il peut y avoir du lien affectif qui se crée si cette autre personne est libre de son côté. Si cette autre personne est elle-même en couple, le risque est beaucoup moins grand. Mais si cette autre personne est libre, là, il y a un facteur de déséquilibre très net. Oui. Donc apparemment, vous ne m'en avez pas parlé, mais j'ai cru comprendre que c'était le cas de cette femme. C'est ça. Oui, elle est Ils sont attachés l'un à l'autre, d'une certaine façon, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous me dites qu'il sortait, que vous le trouviez au téléphone avec elle, enfin, on voit bien que là, il y avait un échange, il y avait quelque chose d'autre qui était en jeu. Et c'est là où, forcément, ça devenait douloureux pour vous. Donc, tout ça pour dire... quand vous l'avez dit d'ailleurs, quand vous avez dit sur le moment, vous n'avez pas réalisé au fond ce que ça allait engendrer. Oui. C'est-à-dire, on peut se dire après tout, vous sentiez que vous ne pouviez peut-être pas plus répondre à ses attentes ou qu'il aille chercher ailleurs. Oui, mais c'est jouer avec le feu, comme dit First Lisa, d'une certaine façon. Alors maintenant, après tout, cette femme, depuis combien de temps a-t-il une relation avec elle ? 1 an ? 1 an, Un peu moins.
À peu près un an, à des rythmes différents. Une fois par semaine, une fois par mois. Il n'est pas allé chez elle, hein, quand même. Vous voyez, il a pris une petite chambre. C'est assez. Il aurait pu, après tout, aller vivre chez elle. Ouais. Mais je crois pas que c'est ce qu'il souhaite. Mais non, c'est ça. C'est plutôt, je sais pas. On peut peut-être y voir un signe encourageant. C'est-à-dire que c'est une femme divorcée qui a quatre enfants. Ah, d'accord. D'accord, donc oui, ça peut poser problème peut-être pour les enfants. Oui. Vous aimeriez, si je comprends bien, vous aimeriez pouvoir renouer avec, à l'heure avec actuelle, votre mari. À l'heure actuelle, oui. 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 Vous ne lui en avez pas fait part, là, pour le moment? Si. 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 Je ne sais pas si c'est... Mais si, vous avez bien fait de lui dire, parce qu'après tout, autant qu'il le sache, pour qu'il puisse lui décider. Et autant qu'il sache, qu'il connaisse vos intentions. Vous avez au contraire eu raison de lui dire, Patricia. Parce que si on peut penser, il y a un attachement aussi pour cette femme, hein, donc il va pas non plus autant que vous lui fassiez part vous de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez. Pour qu'à un moment, lui aussi puisse faire son choix. Parce que si il se dit qu'au fond, il dit non à cette femme et qu'il renonce à cette relation pour se faire mettre à la porte par vous, autant qu'il sache que vous êtes malgré ce qui s'est passé, et bon, parce que vous reconnaissez qu'il y a eu à un moment donné quelque chose où vous avez aussi pris une part active dans cette histoire. Vous avez traversé à deux un peu, il y a eu une crise dans votre couple, ce qui peut arriver, hein, ce qui arrive souvent dans les couples. Et que bon, pour autant, eh bien, vous avez envie de poursuivre l'aventure ensemble. Autant qu'il le sache, parce que sinon ça pourrait faire pencher la balance du côté de l'autre femme. S'il craignait que vous le mettiez à la porte. Oui. Mais oui, pardon. Non, allez-y. Mais pour autant, je crois que vous avez bien fait de ne pas accepter cette situation d'être d'entre-deux là. Oui, c'est intenable, oui. Bah, d'abord parce que c'est intenable pour vous, et puis parce que lui, c'est aussi peut-être qu'il peut réaliser comme ça qu'il peut vous perdre, c'est-à-dire qu'il est amené à choisir. Alors c'est vrai qu'il pourrait vous dire, mais il y a un an tu l'acceptais. Oui, mais là je crois que de toute façon, si votre couple reprend, si vous retrouvez une relation, enfin si vous redémarrez ensemble, ce qui est tout à fait possible, hein, ça suppose que vous reparliez un petit peu de ce qui s'est passé. Qu'entre le moment où vous avez évoqué cela, où cela vous semblait possible, et aujourd'hui, il y a quand même, les choses étaient différentes, parce que à ce moment-là, vous envisagiez les choses sous l'angle uniquement d'une relation finalement sexuelle, et où vous n'aviez pas vu qu'il pourrait y avoir de l'attachement. Et lui-même sans doute Mais je pense oui qu'il a été dépassé aussi, et que peut-être c'est aussi ça qui est à revoir, à reconsidérer, et qui va aussi redonner une impulsion à votre couple et ramener un peu de la vie dans cette relation qui était trop calme, hein, trop un petit peu éteinte. Et pas que sur le plan de la sexualité, mais redonner un peu, rallumer la flamme à tous les sens du terme. C'est-à-dire que peut-être ça manquait de cette... il a pu trouver une écoute, quelque chose qui... c'est vrai qu'au bout de quand on passe comme ça, vous savez, il n'y a pas besoin d'être de 20 ans aux côtés de quelqu'un, hein, ça peut se mettre en place, on entend parfois même chez des très jeunes couples, parfois au bout d'une année, 2 ans ensemble, ils vous disent déjà que ils ont l'impression d'être un peu comme un meuble. Enfin là, je vais très loin, mais voyez, ou de plus trop de se sentir exister aux yeux de l'autre. Oui. Alors, c'est vrai que
on a beau aimer l'autre, on a trop tendance à penser parfois ça devient comme acquis. C'est un peu comme dans les familles, on s'aime souvent, on s'aime même s'il y a des tensions, même s'il y a mais on sait pas bien se le dire. Il y a souvent cette incommunicabilité dans les familles. Il y a souvent, finalement, ce sont souvent les personnes dont on est les plus proches, en tout cas, que l'on connaît le moins. Mais dans les couples, parfois, il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en place, qui fait qu'on s'éloigne. Alors après, pour peu que à certains moments de la vie, un peu à des moments clés, des moments de crise existentielle, un peu aussi, il a 53 ans, votre mari. Voilà, c'est ça. Eh oui. Donc à des moments comme ça, eh bien, on rencontre quelqu'un et qui est là, et puis tout d'un coup, on repart, on tombe amoureux parce qu'on a quelqu'un qui sait rallumer, qui sait souffler sur les braises, hein. Et puis là, qu'est-ce que c'est bon parce qu'on se sent vivant. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose on peut pas savoir, remarquez. Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer, quelque chose avec elle? Oui. Ça peut durer comme ça peut être un feu de paille. Oui, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir, mais ce que je suis en train de vous dire, Patricia, c'est que de votre côté, vous avez aussi beaucoup d'atouts en main, parce que on ne se détourne pas aussi d'une relation de quasiment 30 ans. Hein. Faut pas croire ça non plus. Elle a quel âge, cette femme? Je sais pas. Elle doit avoir 45 ans. Que je la connais en plus. Ah. Ça, c'est dur. Je la connais un petit peu. Et il a toujours eu une situation lâche. Au départ de cette relation, il me racontait des histoires qu'elle était mariée, que son mari supportait tout ça. Enfin, il m'a raconté des tas d'histoires. Il n'a pas été franc dès le départ, quoi. Il devait pas être à l'aise, forcément. Oui, forcément. Oui. Forcément, hein, c'était aussi une façon de vous préserver, quand même. Oui. Bon. Moi, je prends ça pour de la lâcheté, mais enfin bon. Oui, après, on met les mots que l'on veut, bien sûr. Je comprends aussi qu'il y ait de la colère là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez? Il devait être très mal à l'aise, forcément. Hein? Et bien embêté là-dessus. Il y a Cathy qui demande, est-ce que vous avez toujours du désir pour lui? C'est compliqué dans cette situation, j'imagine, parce que... Du désir... moi, mon problème, c'est que j'ai pas mal de problèmes dans la vie, et j'ai jamais, comment dire... c'est vrai que physiquement, j'ai jamais été très quoi. J'ai énormément de désir, quoi. Je souffre de problèmes de ce côté-là. Donc, du désir pour lui, un petit peu, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est pas, ça n'a pas été un domaine où vous étiez, c'est pas là où vous vous retrouviez le plus. Non. C'est pour ça que je comprends qu'il soit. C'est pour ça que vous avez été si indulgente. Oui. Hein, d'ailleurs, vous dites, je le sentais malheureux. Vous pouviez comprendre qu'il y ait une frustration chez lui. Oui. Mais est-ce que vous pensez que, vous savez, alors le fait peut-être à un moment aussi une infidélité peut rallumer quelque chose à ce niveau-là. Le fait qu'il puisse vous échapper, le fait, ça peut aussi réveiller quelque chose. Oui, je sais. Ça s'est déjà passé à l'époque où il avait pas rompu, mais enfin pas cédé à cette personne il y a 5 ans. Ça avait ravivé quelque chose. Ah oui. Oui, c'est pas étonnant. C'est là où parfois les maîtresses et les amants, si vous voulez, peuvent donner comme ça permettre à des couples
de tenir, de se maintenir et de parfois redémarrer de nouveau de façon assez flamboyante. Là où peut-être le couple se serait complètement décousu. Oui. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il est allé loin, quoi. Oui. C'est pour ça que je reçois un message du subversif qui dit l'électricité de l'aventure peut en effet redonner vie. Attendez, allez-y doucement parce que je comprends jamais ce qu'il dit. Alors, je vais vous dire, il dit l'électricité de l'aventure peut en effet redonner vie au corps décousu et presque inerte de votre union. Hein, mais il faut peut-être élaborer un peu votre colère avant, tout de même. Parce ça veut dire quoi, élaborer ? Élaborer, c'est-à-dire peut-être un peu en parler, pouvoir avoir un endroit où vous puissiez parler quand vous parlez de lâcheté, de tout ça. Ce qu'on comprend, parce que c'est normal que vous lui en vouliez. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie qu'il revienne vers vous, mais le risque, c'est que d'une certaine façon, vous lui fassiez payer. S'il revient. Oui. C'est toujours ça le risque. C'est-à-dire que s'il revient vers vous, ce que je vous souhaite, et ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible, mais c'est que même consciemment ou inconsciemment, vous lui fassiez payer. Ce qu'il faudrait pas faire. Ah ben non. Autant le laisser partir dans ces cas-là. Oui. Parce que si vous lui faites payer, ça va être évidemment aux dépens de votre relation et à vos dépens à vous aussi, Patricia. Vous serez pas heureuse. Si cet homme revient, c'est pour que votre relation, elle puisse être mieux et mieux qu'avant. Bien sûr. C'est pour qu'il y ait quelque chose qui évolue, c'est pour que votre relation elle soit plus vivante qu'avant. On oublie toujours qu'une relation, telle qu'elle soit, il faut qu'elle reste vivante. Et parfois, on l'oublie un peu nous-mêmes, vous savez. On a l'impression qu'on est vivant et puis on est un peu à moitié vivant. Hein, un peu bien anesthésié parfois. C'est-à-dire que depuis qu'il est parti, en fait, je vois beaucoup plus de gens, je fais beaucoup plus de choses. J'essaye de réagir, quoi. Je ne vais pas me laisser... Bon, alors et ce que je faisais pas voyez quand il était là. Eh oui, donc il y a aussi des choses positives. De même que je le laissais sortir tout seul, moi je m'endormais complètement. Eh oui, mais oui, parfois on peut ronronner. On peut vous allez voir. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de vous laisser. Je trouve ce temps que vous avez fait de dire bon, eh bien on fait une pause. C'est pas mal. Vous allez voir. Pas facile, mais... Ah non, c'est pas facile. Mais comme vous dites, voyez, vous allez vers d'autres personnes. Oui. Et il y a... Alors c'est vrai que Cathy qui revient sur cette question de désir, on peut voir aussi... c'est vrai que dans la question... Quand l'absence de désir, ça décourage aussi le désir de l'autre. C'est vrai que le désir, il y a quelque chose de contagieux. Hein, et que quand on ne se sent pas désiré... c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait qu'on ne va plus vers l'autre. Et ça va aussi au-delà de la sexualité. C'est dans le désir d'échange, c'est dans le désir, c'est aussi c'est de se sentir aimé. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Donc bon, il y a des moments, forcément, de toute façon, le désir, c'est quelque chose de très fragile. Hein, on peut pas être tout le temps dans cette dimension-là, mais c'est dans ce désir d'échange et de partage. Mais pensez aussi, voyez, il y a toujours, dans tout événement, même difficile, dans toute épreuve, et c'en est une, il y a toujours, finalement, quand on y regarde bien, des bénéfices, des choses positives qui peuvent arriver. Et là, vous êtes en train de dire que au fond, vous êtes, il y a une partie de vous qui s'ouvre à autre chose. Vous allez plus, vous rencontrez plus de personnes. Je suis d'accord. Et pourtant, c'est qu'un début. Mais c'est triste de le faire alors que il n'est pas là, quoi. Et pourquoi c'est triste ? Parce que j'aurais pu le faire quand il était là. C'est très juste, mais peut-être que à ce moment-là, c'était pas concevable pour vous. Il y a des choses finalement où on se sclérose tout seul, vous savez, Patricia. C'est vrai. Il y a des choses comme ça qu'on se met en tête et où on a l'impression que quand on est en couple, on ne peut plus faire certaines choses, ou à l'inverse, quand on est seul, ah non, je peux pas faire ça, je le ferai seulement si j'étais en couple.
Oui. On se met des idées en tête comme ça. Enfin, et pas que des idées, que l'on traduit en actes. Et puis, il faut parfois des choses malheureusement que l'on subit sur le moment, mais qui nous amènent à réviser notre façon de penser et de faire. Oui. Et qui nous amènent à revoir notre façon de vivre presque, de considérer notre vie, et qui nous amènent aussi à voir que on a souvent beaucoup plus de ressources en nous qu'on le pensait, et même des facettes de notre personnalité qu'on ignorait complètement. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors un conseil d'un homme justement, Jean-Pierre, qui signe le Fada de Marseille, mais il n'est pas du tout Fada, Jean-Pierre, je peux vous assurer, qui dit un petit conseil pour Patricia, qui dit: redevenez désirable et mystérieuse, madame, ce que les hommes aiment et ce que les femmes savent très bien faire. Et justement, il rebondit très bien sur ce que vous venez de dire, parce qu'après tout, justement, vous nous dites que vous sortez davantage, vous rencontrez plus de personnes. Mais écoutez, votre mari, peut-être qu'il va vous téléphoner, vous voir, venir. Vous serez pas là. Vous serez pas là, il va se heurter à un répondeur, où il va vous dire: tiens, j'aimerais bien peut-être qu'on se voit. Ben non, vous avez une sortie. Oui. Oui, mais c'est très bien que lui aussi, parce que en même temps, vous avez eu raison de lui dire que bon, vous aimeriez reprendre une relation, mais en même temps, vous n'êtes pas là à vous languir d'amour à la maison et à pleurer toutes les larmes de votre corps et de votre, vous voyez ? Oui. C'est-à-dire que vous aussi, il y a une vie, et que vous aussi, vous pouvez plaire à d'autres hommes et être désiré par d'autres hommes. Oui. Qu'il ne l'oublie pas. Oui, mais ça, il m'a toujours dit que ça le dérangerait pas que je mène ma vie de mon côté. Oui. Comme vous pensiez que ça ne vous dérangerait pas. Oui. Jusqu'à ce que ça se réalise. Oui. Bon. Eh bien, écoutez, quand même, j'ai fait un bel effort Mais et alors ? De vous téléphoner, parce que c'était il y a très longtemps que je voulais le faire, et puis voilà, je me suis lancée. Il y a Sienna qui dit: mon manque de libido a privé mon couple de toute sexualité pendant plus de 3 ans. Oui. J'ai emmagasiné une culpabilité énorme de priver ma moitié de cet aspect du couple. J'ai beaucoup travaillé ce sujet avec mon psychologue. Aujourd'hui, même sans libido, je peux partager des moments dans mon couple. Et voilà. Bon, apparemment, Sienna travaille sur ce sujet-là. Bon, en tout cas, voyez que vous avez pu en parler, et puis très bien, vous qui aviez peur de vous exprimer, Patricia. J'espère, au-delà de cela, que ça vous aidera un petit peu à avancer. Je suis très contente de l'avoir fait et de vous avoir écouté. Bon. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Au revoir, Patricia. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Des messages qui arrivent suite au témoignage de Patricia. Hugo dit: ayant été trompé, je voulais repartir, renouer avec ma compagne, mais elle n'a pas voulu, et après coup je me dis que c'est aussi bien comme ça, la tentation de vengeance aurait été trop forte. Le subversif dit: l'inhibition sexuelle est un trésor englouti, alors partez à l'abordage de votre Eros, toute voile ouverte au souffle vital. C'est vrai que derrière une inhibition sexuelle, il y a souvent une énergie sexuelle très forte. Souvent, on en a peur, en fait, et c'est pour ça qu'on la réprime. Donc, l'ami subversif a raison. Il y a un souffle, une énergie vitale à retrouver. Et souvent, quand on la trouve, heureux homme. Allez, on va accueillir maintenant Josiane. Bonsoir.
Bonsoir Caroline. Bonsoir Josiane. Bonsoir, je suis sous les couvertures avec une bonne bouillotte et mon chat. Ah ben dites-moi, et le chat, vous est aussi sous les couvertures avec la bouillotte? Oui, je soulève et il va en dessous et puis il dort, il tète. Il a 21 ans, Caroline. Oh. Oui, il est tout bien. Bah 21 ans, il faut bien le couvrir. Il y a eu plein d'amour, c'est pour ça qu'il reste jeune. Ah, je comprends, oui. Voilà. Et il tète encore à 21 ans. Il a été sevré trop tôt. Trop tôt, il a été perdu. Et il a pu retrouver sa maman, c'est ma fille qui me les a ramenés, elle ramenait tous les chats. Oui. Et celui-ci, il tient, il est gentil, il est agréable. Vous êtes sa maman maintenant. Je suis sa maman. Oui, Caroline. Je lui dis toujours, viens chez maman. C'est notre bébé. Donc bébé. Vous êtes, mais dites-moi, vous devez pas avoir froid, vous. Non, c'est bien. Quand j'ai froid au main, je les mets dans son ventre. Et il me réchauffe aussi vite. C'est vrai qu'ils ont le poil qui donne vite chaud. Et comment s'appelle-t-il Il s'appelle Flipper. Flipper, d'accord. Oui. Flipper. Il est sourd. Écoutez, c'est de son âge. Hein, oui, c'est de son âge, oui. Je préfère qu'il soit sourd qu'il perde la vue. Bien sûr, oui, pour lui c'est mieux. Oui, pour un... Oui, de toute façon, c'est pas de problème. Il est content. Et alors, est-ce que c'est un copain de Moumoun? Un copain de Moumoun? Oui. Moumoun? Oh, vous connaissez pas Moumoun alors? Je vous écoute, mais bon... Eh bien, Moumoun, c'est la mascotte de l'émission. Oui, c'est la mascotte de l'émission. Et oui, Moumoun, c'est le chat du Trublion. Ah, d'accord. Il est sur Facebook. Il va falloir mettre Flipper sur Facebook quand même pour qu'il. Alors voilà, il est beau comme tout. Je vais le faire en tableau parce que je peins. Oui. Et je vais le faire vraiment. Et j'ai gardé les poils, je le coiffe, je garde tous les poils pour les coller sur le tableau. Ça sera mon vrai chat encore une fois. Mais oui, je comprends. Voilà, Caroline. Bon, Caroline, moi je vous appelle. Écoutez, il faut que je parte de l'enfance parce que hier soir j'ai écouté votre émission qui m'a ramené à plein de choses. Et voilà, moi je suis née dans une famille où mon père était très très violent. Il était violent avec maman, il était violent avec nous. On a été enlevés à l'âge de 6 ans. Enlevé, comment ça? De la famille? Oui, on a été obligés. On est parti à l'âge de 6 ans. La police est venue nous chercher avec les assistantes sociales. Papa, il tapait maman jusqu'au sang. Le sang, il giclait. Nous, on courait à travers... on allait chez le voisin. Fallait appeler... on n'avait pas le téléphone, donc eux, ils appelaient la police ou un médecin. Papa était très, très violent. Il nous tapait avec le ceinturon. Il nous ouvrait la tête. Il prenait le tisonnier. Il nous frappait dessus. Et sa mère, disons voir, nous avait totalement rejetés parce qu'il avait épousé une femme qu'elle ne voulait pas. Donc, quand on allait voir notre grand-mère, elle nous laissait dehors. Et vous voyez le froid qu'il fait maintenant. Elle nous laissait dehors parce qu'on n'était pas vraiment habillés. Nous n'avions jamais de slip. Nous vivions comme des petites bohémiennes, disons voir, des pauvres gosses. On n'avait pas à manger, rien du tout. Mes petits frères, maman a eu 12 enfants. Mais disons voir, 7 ont survécu. Et comment dire, elle avait un enfant tous les ans. Tous les ans, un enfant. C'est terrible. Et donc, elle n'avait plus la force de s'occuper de nous. Parce qu'elle était malade, elle avait des rhumatismes au cœur. Et papa la ménageait pas, du tout. Vu ce que vous nous dites, non, effectivement. J'ai les scènes en tête et tout petite, j'avais 5 ans. Croyez-moi, c'est ancré dans ma tête. Quand je dis à ma sœur aînée qui a 4 ans de plus, je lui dis, c'était comme ça chez nous, c'était comme ça. Elle me dit oui, et j'ai été retrouvée la maison. Je l'ai retrouvée, j'ai été la revoir. Bon, et puis le parcours, on a été enlevés, on a été mise chez une nourrice pendant 4 ans. Et ces 4 ans-là, elle avait un fils qui, disons, a profité de moi, il m'a violée. Il m'a violée au bord de l'eau, et comme je voulais pas me laisser faire, il m'a dit, tu te laisses pas faire, je te mets la tête dans l'eau. Et je me suis débattue. Donc en 6 et 10 ans, là? Oui, à 8 ans, ça m'arrivait. Et j'étais en nourrice, et c'est le fils de la nourrice qui m'a violée. Il avait quel âge, lui?
Il avait... quel âge il pouvait avoir? Il pouvait avoir... Enfin non, mais je veux dire, c'était 28 ans, 30 ans. Oh là là, oui, c'était un homme. Moi, j'étais une petite gamine. J'étais une gamine très vivante. J'aimais jouer, être dehors. Et encore maintenant, je suis comme ça. J'aime être dehors, il faut que je vive dehors, il faut que je sois dehors, il faut que je fasse des randonnées, il faut que je voie la nature. C'est dehors, ma vie. Et donc, nous avons été mis en nourrice avec ma sœur aînée. Et puis, il a profité de moi. Et puis, il m'a dit, si tu dis quelque chose, je te tue. Et moi, j'avais pris vraiment ça à la lettre. Alors, je n'ai rien dit. Et 2 minutes après, même pas 30 secondes après qu'il m'ait violée, il y a le boulanger qui passait au bord de l'eau au même moment. Mais c'était trop tard, il l'a pas vu. J'aurais bien aimé que cette personne le voie. À quelques minutes près, bien sûr, cet homme aurait pu... près, je crois. C'était très vif. J'ai eu le temps de me lever, de courir, de partir. Et la nourrice, quand elle a lavé mon linge, et vous savez, dans le temps, elle lavait sur le lavoir, c'était une fois par semaine, elle me dit, dis donc, qu'est-ce que tu as fait, Josiane? Tu as du sang dans ta culotte. J'ai pas répondu. Et oui, mais à ce moment-là, on n'allait pas plus loin, quoi. Alors non, je disais rien. Bien sûr. Et après, j'ai été punie parce que j'étais une enfant infernale, caractérielle, agressive. Je suis encore agressive, de toute façon. Ça, j'ai gardé. Vous étiez en grande souffrance, attendez. Oui. Et puis, il y a eu ça. Et ensuite, j'ai été punie une fois. Et la nourrice, elle a dit, tu resteras dans ta chambre. Et lui... La nourrice était partie à une fête et ma sœur était avec. Moi, j'étais punie, j'étais seule. Lui, il n'a pas voulu venir avec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans la chambre, il a recommencé. Et après, Vous êtes resté 4 ans dans cette famille d'accueil? Oui, 4 ans chez cette nourrice. On a été enlevés parce que j'étais une enfant infernale. Il fallait me maintenir autrement. Donc, on m'a mis en pension avec ma sœur. Et je suis restée 13 ans en pension, pour ainsi dire, sans voir le jour. On ne sortait pas, on n'avait pas le droit, rien du tout. C'était enfermé dans des murs très, très austères, très sombres, et qui me faisaient peur. Des grandes pièces, des vieux meubles. Et c'est pour ça que j'aime pas les grandes pièces et les vieux meubles. Moi, j'aime tout ce qui est moderne et tout ça. Bon. Et puis, en pension, j'étais bien parce que j'avais chaud, j'étais habillée, j'avais à manger. Et là, j'ai vu des beaux Noëls. Oui, vous étiez, c'est ça. Dans mon malheur, c'était ma petit bonheur que j'avais. Oui, finalement, c'était un environnement au moins, on ne vous faisait pas de mal. On me faisait plus de mal. Malgré que les sœurs ne m'aimaient pas, on me traitait de sale rouquine. Et puis, j'étais un peu... Et elles me battaient pour un oui, pour un non. C'est charitable, oui. Les sœurs de la charité, vous savez, les sœurs avec les cornettes, là. C'est les sœurs de la charité, oui, c'était charitable, oui. Sacrée charité, quand même, Donc... je me battais. Un jour, je lui ai envoyé la cornette en l'air. Je lui ai carrément foutu, je l'ai enlevée. Mais votre révolte vous a permis de tenir, Josiane? Oui, mais finalement, heureusement que vous aviez cette colère, cette révolte qui vous a permis de... Et quand je parle, des fois, on le sent encore. On l'entend, oui, on l'entend. J'ai la hargne, j'ai la rage. Oui, mais ça s'entend, mais c'est ce qui vous a permis de lutter, d'être là, quoi, de tenir bon. Et puis, dans ce pensionnat, je suis restée 11 ans, et on avait une grande salle, et puis ça sonnait, puis on disait, voilà, un tel, à la visite, faut venir au parloir. Pour Caroline, pendant 11 ans, j'ai attendu, on était 3 Josiane, et les 3 Josiane, on disait numéro 1, numéro 2, numéro 3. On appelait Josiane, numéro 3, il y a quelqu'un au parloir pour vous. Moi encore maintenant, j'attends quelqu'un qui vienne au parloir. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Mon père m'a ignoré. Il était à 40 km de chez moi. Ma mère, elle n'est jamais venue. Mes oncles ne sont jamais venus. Une grand-mère voulait nous prendre, mais la DAS a dit qu'à 56 ans, c'était trop vieux. Alors notre grand-mère de l'Ardèche n'a jamais pu nous prendre. Et vous l'aimiez bien, cette grand-mère? Oui, elle était très gentille avec nous. Vous auriez été tellement mieux. Celle de ma maman. Ce sont les aberrations. C'est terrible parce que, vous savez, moi, j'ai travaillé en France. On a été éparpillés partout. J'ai travaillé en France et partage sur occupant la maltraitance des enfants et j'ai vu tellement d'aberrations. Alors, je vois que vous avez autour de la soixantaine, mais j'ai travaillé sur c'était beaucoup moins ancien que ça et sur des dossiers comme ça où des enfants étaient retirés à leur famille pour des
problèmes de maltraitance, pour des problèmes d'abus sexuels, et replacés dans des familles d'accueil où des enfants subissaient dans ces familles d'accueil des violences parfois plus graves que celles qu'ils subissaient dans leur famille. Ou de nouveau des violences physiques, des sévices sexuels. Donc bon, alors je sais, effectivement, on dira oui, il y a un suivi, c'est pas dans toutes les familles, mais c'est encore dans trop de cas où ça se passait. Donc des enfants qui déjà avaient été violentés dans leur famille étaient placés dans des familles où ils étaient censés un peu se reconstruire et où de nouveau ils subissaient de la violence. Donc bon, enfin il y a des choses qui sont et qui restent encore aberrantes. Oui. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand j'entends votre histoire, c'est vous voyez, quand on dit la grand-mère qui à 56 ans était trop âgée pour s'occuper de vous, quand on voit le parcours que vous avez eu, mes enfants. Bien sûr. Mes petits-enfants et tout. Et puis voilà. Donc, entre-temps, j'ai une tante qui a voulu me prendre un peu en vacances chez elle, première fois que je sortais du pensionnat. Caroline, imaginez un peu. Alors, j'ai été avec ma sœur. Et puis, ça s'est mal passé, encore une fois. Mon oncle a commencé à abuser de moi. Et puis, j'ai dit, je vais le dire à la tante. Il m'a dit, si tu le dis, il a dit, gare à toi. Tu es ma nièce, je peux te passer la main entre les jambes. Et j'ai le droit de t'embrasser. Oui, mais après, c'est ça, il y a dans des familles, on voit la répétition, enfin, on est vraiment dans ce qu'on entendait hier soir. Les femmes aussi, oui, mais enfin, entre un homme qui court toutes les femmes et un homme qui abuse d'enfants, il y a une grande différence, vous voyez. Oui, on peut être un homme, voilà, il y a des hommes des hommes à femmes, comme on dit, mais qui ne toucheront jamais aux enfants, hein, vous voyez. C'était un homme surtout qui n'était pas structuré. J'entends ça, hein, Josiane. Et puis, alors ma tante, pareil. Mais est-ce que vous avez pu avoir, vous, dans votre vie, quand même, après, dans vos relations avec les hommes, parce que là, vous me dites, justement, vous me parlez dans votre lit, là, il y a Flipper, qui est là, justement, tout le temps que je vous parle. Hein, qui est votre bébé chat, là. Mais justement, quelle relation vous avez, parce que je crois que c'est ce que vous vouliez aborder. Oui, je voulais aborder. Puisque avec les hommes, les relations compliquées. Oui, donc, pour terminer, mon oncle, lui, qu'est-ce qu'il a fait, étant donné que j'ai été appelée chez les voisins au secours parce il avait un couteau, il tournait autour de la table chez ma tante, et il a dit où c'est qu'elle est partie, et ma tante m'a dit va vite te coucher, devinez Caroline. Il est monté, c'est un homme, il était énorme, 130 kilos. Il est monté dans la chambre, il a monté les escaliers et j'entendais les pas, boum, 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 comme l'ogre. Il est venu avec le couteau, il me l'a mis sous la gorge. Il m'a dit, toi, qu'il a dit, tu vas encore dire quelque chose, tu vois ce couteau-là qu'il a dit, je te tranche la gorge. Seule fois que j'ai été, Caroline. Alors, depuis, il vit encore, mais j'en ai peur. Il me dégoûte, il m'écœure, c'est effrayant, c'est effrayant. Oui. J'ai un message qui arrive du subversif qui dit, comme toujours, et c'est toujours trop fréquent, on pense effectivement à Maupassant, à Balzac, à Zola, au réalisme terrible du 19e siècle, et on s'afflige en réalisant qu'on est au 21e siècle. Et c'est vrai que les images, qui pour vous ne sont pas que des images, même si ce sont de terribles souvenirs, évoquent effectivement des scènes qu'on dirait tout droit sorties de ces romans terriblement réalistes, et on se dit on est au 21e siècle. Oui, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai que voilà. Et puis entre-temps, j'ai grandi. J'ai été une enfant qui s'est beaucoup protégée, tout compte fait. Je n'ai pas, fait de mauvais coups, malgré mon sale caractère, parce que dans mon dossier de la DAS, j'ai été le rechercher il y a 4 ans, pour voir exactement ce qui en était avec ma sœur. Et effectivement, il n'y avait rien de plus que ce que je vous ai raconté, hein. Et donc, dedans, là, il était bien marqué « enfant à humeur très changeante ». Ah oui, mais il fallait pas chercher. On ne comprenait pas. Ça serait. Vous n'avez pas dit. Le sale caractère qu'on m'appelait. Vous n'avez pas dit en allant chercher votre dossier ce qui s'était passé? Non, elle m'a pas posé de questions. Elle m'a dit je vous mets dans une pièce avec vous. Vous venez pas toute seule. Venez avec quelqu'un. Elle m'a dit je vous mets dans une pièce. Je vous amène le dossier et vous regardez le dossier. C'est tout. Et puis elle est partie. Elle m'a dit quand vous aurez fini, vous m'appellerez. Et vous n'avez pas pu à ce moment-là, c'était peut-être vous étiez un peu trop ému en regardant votre dossier pour dire mon humeur changeante, voilà à quoi elle était due.
Voilà ce que j'ai subi dans votre famille. Bien sûr que je me suis beaucoup analysée. Hein. Non, mais bien sûr que je savais. Mais voyez, humeur changeante, dire, il aurait peut-être fallu aller au-delà et dans cette famille d'accueil, voilà ce que j'ai vécu. Ouais. Non, on n'a rien dit, ma sœur. Ça vaudrait le coup, peut-être, vous voyez, d'envoyer un. C'était trop tard parce que. Non, je sais que c'est trop tard, mais d'alerte, oui, mais de dire. Même dans une lettre adressée aujourd'hui aux responsables, d'alerter, de dire, c'est important que ça qu'il y ait des courriers, que ça figure. C'est important de dire ce qui s'est passé. Il est jamais trop tard pour dire après coup. Pour peut-être dire justement qu'on soit très 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 vigilant dans le suivi des enfants qui ont été déjà très abîmés dans leur famille, qu'on soit très vigilant après quand on les place dans des familles d'accueil. Il faut que ces familles d'accueil, elles aient une ossature, une colonne vertébrale et que ça soit pas simplement des familles que l'on paie pour accueillir des enfants. Enfin, bien sûr qu'on les paie, certes, mais que ça soit pas simplement une source de revenus. Que derrière, il y ait vraiment des personnes qui soient suffisamment structurées et équilibrées. Oui, parce que j'aurais pu rester plus longtemps chez la nourrice. Bon, c'était pas plus mal que je m'en aille. Parce que j'étais chez une enfant infernale. Mais non, vous n'étiez pas une enfant infernale. Vous étiez une enfant qui luttiez, qui résistiez de toutes vos forces. Et finalement, en étant infernale dans cette famille d'accueil, c'était aussi une façon d'en sortir. Voilà, au fond. Oui. Puisqu'on vous a retiré de cette famille d'accueil. Oui, donc vous faisiez en sorte de faire que ça se passe très mal et au final, on vous a retiré de cette famille d'accueil. Donc ça a été votre force, votre façon de lutter. Ça a été votre façon de survivre, Josiane, d'être infernale. Et tout le monde me dit, tu t'en es bien sortie. Tout le monde mais c'est vrai. Parce que j'ai une vie... j'ai mes enfants, j'ai 3 enfants, 3 filles que j'ai protégées, que j'ai Caroline toujours mis un slip et toujours surveillée parce que je voulais pas les montrer toutes nues, je voulais pas qu'on les regarde. Mais c'est ça, protégée vous savez, en bas du corps, j'ai toujours protégé pour pas qu'on les voie. Mais je comprends, mais j'avais été frappée par ça, cette absence de sous-vêtements, pas de barrière, le corps de l'enfant comme ça. On se moquait de nous à l'école, pas de slip, et la maîtresse nous levait le tablier. Regardez, elles ont pas de culotte. On était nus, on vivait dehors, on vivait dans la crasse. Dans les matelas, il y avait des asticots et dans les couches aussi. Et comme ma sœur disait, quand l'assistante sociale devait venir, elle le savait, maman disait, débrouille-toi, recouds des bouts de tissu sur le drap. On dormait sur un drap, un matelas qui avait plein de pipi, on dormait un sac dessus, sans couverture, dans le froid glacial qu'il y a maintenant, dans une chambre. Ça, je me rappelle que je grelottais la nuit, ça, je me rappelle que j'avais froid. Et on se blottissait l'un contre l'autre. Alors, après, Caroline, je me suis mariée. J'en viens au fait. Je me suis mariée, j'ai trouvé un homme gentil. Je peux dire, dans mon malheur, j'ai eu du bonheur. Oui. J'ai eu mon bonheur. Mais ce bonheur a tenu quelque temps, quand tout à coup, mon mari, quand il y a le Minitel qui est arrivé, nous avons déménagé, et puis je le voyais bien qu'il était sur le Minitel, mais je ne savais pas pourquoi. Je dis, c'est pour le travail, non. Un jour, je rentre du travail, mon mari me dit, voilà, écoute, il y a un homme qui vient ce soir, j'ai invité quelqu'un, il faut que tu le reçoives. C'était pour qu'on ait des relations extra-conjugales. Voilà, il fallait que je fasse comme il veut. On marque une pause, Josiane, le temps du journal. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Effectivement, jusqu'aux alentours d'une heure moins 10, heure à laquelle vous retrouverez Taratata et Nagui, comme tous les vendredis soirs.
Mais auparavant, eh bien, vous pouvez continuer à appeler le 39 21, à nous faire part de vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Juste avant le journal, nous étions en compagnie de Josiane et de Flipper qui sont tous les deux bien au chaud sous la couette. Josiane, j'ai beaucoup de messages qui arrivent pour vous. Des messages Jean-Pierre par courriel qui dit « Mais quelle force cette femme, elle aurait beaucoup à apporter au moulin de Monsieur Cyrulnik. Bravo madame, et que votre chat vous donne l'amour que vous méritez. Reste la question éternelle, comment briser la chaîne des répétitions? Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. » Il y a Géraldine qui fait référence aussi à Boris Cyrulnik, qui dit c'est ce qu'on appelle une formidable résilience. Il y a Mathilde qui dit l'histoire de Josiane pourrait être la démonstration de la nécessité de parler. Elle prouve aussi à quel point manque dans la société le regard posé sur les autres. On dirait que les hommes passent à côté les uns des autres sans se voir, le chacun pour soi, c'est cela qui est infernal. Et puis Siana dit quand je vois le mal que l'on peut faire à un enfant, je me dis que l'être humain peut vraiment être la pire des bêtes. Il y a Yacinda qui dit votre force de caractère et votre courage face à tout cela est vraiment impressionnant. Je crois que la plupart des jeunes filles qui vivent ça ne tiendraient pas le coup comme vous. Et puis d'autres quelques messages qui arrivent au 7 21 21, le subversif qui dit votre libre parole laisse deviner la surprenante ressource de votre tempérament, votre introspection, votre capacité d'introspection vous a sûrement aidé. Pourquoi ne pas la prolonger en consultant, en allant parler justement, comme le disait l'auditrice qui nous a envoyé le courriel. Il y a Coco qui dit comme je comprends votre amour pour Flipper qui vous donne de la chaleur au premier et au second degré. Je suis émue par votre histoire et j'admire votre force. Il y a le Trublion qui dit Moumoune qui tête aussi sur les couvertures pour les mêmes raisons que Flipper. Salue son ami chat. Et puis il y a Angie qui dit coquillette aussi et sur Facebook. Allez, on reprend. Donc vous nous expliquez que Caroline, vous aviez... en fait. Voilà, alors je vous disais que j'étais mariée 43 ans et donc il y a 10 ans, mon mari a commencé à vouloir faire de l'échangisme. Et puis ça m'a été imposé. Vraiment imposé. Et il a commencé... il était plus très gentil avec moi parce que je refusais. Et il fait venir... Je rentrais du travail, il y avait des hommes ici. Mes enfants avaient très bien compris quelque chose, mais lui disait que c'était des amis du travail et tout. Et moi, je ne voulais pas d'homme, je ne lui avais jamais rien demandé. Compte tenu de votre histoire, oui. Je n'avais jamais rien demandé, puis c'était pas dans mes intentions. Enfin, il n'y avait rien de tout ça de ma part, Caroline. Bien sûr. Donc, ça s'est pas très bien passé par moments. J'ai voulu, à un moment donné, lâcher prise. Caroline, je vous mens pas, j'avais l'intention de me prendre. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Et puis, je voyais cette poutre, je disais, tu serais bien au bout, qu'est-ce que ça te ferait du bien, Et j'avais toujours cette poutre et je la regardais. Et puis j'avais des élans par moments où il ne fallait pas grand-chose pour y arriver. Et puis, mon mari est décédé il y a 2 ans. Et depuis, je n'arrive pas avoir de contact réel avec les hommes. Là, samedi, j'ai rencontré quelqu'un et demain, j'ai rendez-vous avec lui. Oui. Mais Caroline, ça fait depuis samedi, je vous mens pas. Je ne dors pas, je n'ai que ça. J'ai peur d'y aller, j'ai peur. Vous êtes angoissée. Le mot peur, c'est malheureux de dire, je suis comme une enfant, j'ai peur. Vous êtes angoissée. Oui. 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 Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, cet homme ? C'est-à-dire que j'ai exposé mes tableaux. Oui. Dans un château. Oui. Et c'est une personne que je connaissais parce que c'est une personne qui travaille dans une banque. Donc quand je vais à la réunion de la banque, il y est. D'accord. Mais j'avais jamais eu un mot avec cette personne. Jamais, jamais, jamais. Oui. Et il est passé devant moi et il a regardé, il m'a parlé, tout. On s'est dit bonjour parce que comme après des réunions, on a un petit repas après. Donc voilà, on s'est vu et c'est là qu'il m'a dit écoutez, je pourrais vous proposer un cinéma. Oui. Moi, j'étais dans une bonne ambiance, bien. J'ai dit, comme ça, pourquoi pas ? Oui.
Mais Et demain, vous allez au cinéma avec lui ? non, je ne veux pas y aller. J'ai refusé le cinéma. J'ai refusé le restaurant. Après, il m'a demandé. J'ai dit non. J'ai dit le restaurant, je trouve que c'est trop tôt. Oui. Non, j'ai dit si on veut se voir et se parler, je pense que ce serait autour d'un café, ça me suffirait. Oui, d'accord. Ça sera un premier. Voilà. Pour vous, Je ne c'est ce veux qui pas vous aller paraît au-delà. le plus propice. C'est court. Vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Voilà. Ça sera un premier contact. Voilà, Bon, je vais avoir c'est très bien. tout simple. C'est très bien. Oui, le cinéma, c'est vrai qu'après tout, vous pouvez pas vous parler. Je lui ai dit on peut pas se parler. Il m'a dit si. J'ai dit non, on peut pas se parler. Non, c'est vrai que le cinéma, vous pouvez pas vous parler. Donc, écoutez, je dois y aller demain, puis bon. Qu'est-ce que vous avez à perdre à prendre un café avec cet homme ? Je trouve que c'est une bonne approche. Ce qu'il a apprécié déjà, c'est vos tableaux. C'est à travers ce que vous avez exprimé dans vos tableaux. C'est-à-dire, c'est ce qui reflète quelque chose, une pièce unique, une pièce rare, un chef-d'œuvre. Mm-hmm. On appelle ça un chef-d'œuvre, tout le monde me le dit. Donc, ils ont été très intéressés par mes tableaux. Et puis, lui, personnellement, ce monsieur, il a été très discret, personne très discrète. Mais je trouve que c'est une personne trop âgée pour moi. Moi, j'aime bien ce qui est jeune, j'aime bien la jeunesse, j'aime bien. Il a quel âge, ce monsieur ? Il doit avoir 75 ans. Moi, ça fait un peu. C'est un moment, elle a 95 ans. Imaginez, vous enlevez 20 de moi. Je pense que c'est 75 ans. J'ai pas osé lui demander son âge. Il ne vous plaît pas trop ? Non, j'ai pas tilté, Caroline. Ah, alors ça compte, hein. S'il vous plaît pas. Donc, je veux pas, encore une fois, et j'ai peur de l'homme. Bon, mais il y a deux choses différentes, Josiane. Que vous ayez peur des hommes, je comprends, hein, compte tenu de votre histoire. Que voulez-vous ? Tout au long de votre vie, ça a été des agressions successives. Oui. Maintenant, il y a aussi le fait que cet homme-là, il ne vous plaît pas. Maintenant, bon, au-delà de son âge et du premier contact, du premier feeling, vous n'avez pas tilté, comme vous dites. Mais vous savez, parfois, le premier contact peut être, vous trouvez un peu âgé au premier abord, et puis en discutant avec lui, vous pouvez aussi l'apprécier, et il peut y avoir quelque chose qui vient, qui se met en place, et vous le pouvez au fond, il y a un sentiment amoureux qui peut se développer, parce que justement vous allez le trouver tendre, attentionné, très loin de ces images de brutes épaisses d'hommes que vous avez eus, qui sont présents dans votre tête, de ces hommes qui vous ont agressé. Bon. Tout à fait. Donc, vous pouvez prendre un café avec lui, discuter avec lui. Ça ne veut pas dire que vous lui devez quoi que ce soit. C'est ça, oui. C'est pour ça que j'ai refusé le cinéma et le restaurant. Oui, mais de toute façon, vous pouvez prendre un café avec lui. Là, ce qui lui a plu, c'est à travers évidemment déjà vos peintures, et puis certainement, évidemment, Josiane, que vous lui avez plu aussi. Je pense, parce que il m'a regardé du haut en bas. Oui, non, mais c'est évident. C'est vrai que ça joue beaucoup. J'étais sur mon 31, comme on dit. Évidemment, mais il faut pas. C'est bon, l'angoisse. Il y a des peurs, évidemment, qu'il y a des peurs très très profondes et très lointaines. Qui remonte. Oui. Donc, alors, si vous voulez, il y a quelque chose de votre enfance, de tout ça qui remonte, de l'enfance, ou comme dit Mathilde, l'enfance en défense que vous aviez été, et la peur de vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas dire non. La grande différence aujourd'hui, c'est que vous pouvez dire non. Un homme me tétanise. Oui, mais aujourd'hui... Je suis devant, puis je suis là. Puis il n'y a rien qui sort. Mais c'est pour ça, Josiane, je pense qu'effectivement, il y a des choses dont vous auriez besoin de parler encore aujourd'hui. Je l'ai déjà fait, Caroline. J'ai déjà fait maintes fois et. En thérapie ? J'ai été chez un psychiatre plusieurs fois. Et puis je trouve que j'en connais la raison, c'est pour ça. Oui, mais c'est une chose en connaître la raison, et vraiment, vous savez, des peurs et des traumatismes aussi profonds, ça prend du temps pour ça. Je faisais d'énormes cauchemars. Oui, mais justement, des peurs aussi profondes, ça met du temps pour s'en libérer. Je crois que je les aurai jusqu'à la fin, Caroline, pour moi. Se libérer de son enfance,
c'est très difficile, mais on peut avoir moins peur, je vous assure. Demain, Josiane, Oui. vous pouvez aller, après tout, prendre un café avec cet homme. Il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun enjeu. Dites-vous ça. Il n'y a aucun enjeu. Il peut rien vous arriver. Vous êtes dans un endroit public. Voilà, vous prenez un café avec Caroline, vous savez ce que j'ai le corps qui tremble. Bah, écoutez, si vraiment si vraiment c'est trop pénible pour vous, vous pouvez ne pas y aller aussi. Hein. Je trouve que je préfère être franche, être en face de la personne, que de dire je lui téléphone. Et d'ailleurs, j'ai pas son numéro de téléphone, vous voyez. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai pas gardé. Et maintenant, faut être franche, faut aller au devant de la personne et lui dire en face. Lui dire quoi ? Lui dire que je viens, mais que je suis pas prête. Vous n'avez pas à vous justifier, à vous mettre dans des situations difficiles. N'allez pas vous mettre dans une situation difficile. Ménagez-vous, Josiane. Et en lui disant que je suis pas prête, je lui laisse une porte ouverte pour vouloir dire. Non, et puis vous ouvrez une porte, vous vous fragilisez. Prête à quoi ? Prête à quoi ? À prendre un café avec lui ? Non. Vous lui. J'ai encore pas fait le deuil de mon mari. Mais non, mais vous n'avez pas à lui raconter votre vie. Ouais. Il vous raconte la sienne. Vous n'avez pas à lui raconter votre vie. Il vous a trouvé séduisante. Il vous a vu. Il vous propose. Lui, il voulait plus. Là, tout d'un coup, vous vous fragilisez en disant je suis pas prête. Mais attendez, prête à quoi ? Soit vous n'y allez pas. Rien ne vous y oblige. Si vraiment ça doit vous mettre dans un état pareil, si vous êtes aussi angoissé, vous n'y allez pas. Écoutez, après tout, c'est votre droit. Hein, c'est vous qui primez avant tout. Soit si vous y allez, eh bien écoutez, vous prenez un café avec lui, vous le laissez parler, voilà, et puis ça se trouve vous allez passer un moment très agréable au final. Oui, peut-être. Mais vous n'y allez pas pour dire vous n'êtes tenu à rien, je suis pas prête, je me suis pas remis du deuil de mon mari ou je ne sais quoi. Voyez, vous n'avez pas de compte à rendre, Josiane. Vous en avez suffisamment bavé dans votre vie comme ça pour aujourd'hui aller devoir des explications. Non. Après tout, rien ne vous oblige à vous rendre à ce café. Hein. C'est pas. Attendez, j'ai pas à me justifier. Vous n'avez pas à vous justifier, vraiment. Oui. Et puis dans tout ça, Caroline, le parcours que j'ai eu, je suis une personne, disons voir, j'ai de l'agressivité. C'est vrai qu'il faut que je me contienne. Mon mari était une personne très calme, donc c'est bien parce qu'il arrivait à me contrôler. Et moi, j'aurais tendance, disons voir, quand ça va pas. Je pourrais rentrer dans quelqu'un, me battre avec quelqu'un. Non, mais attendez, c'est justement là, il s'agit pas de se battre, et c'est surtout avec vous-même que vous vous battez actuellement. Si ce rendez-vous doit trop vous angoisser, je vous le répète, Josiane, il n'y a aucun enjeu. Donc, vous pouvez très bien ne pas y aller. Encore une fois, vous n'avez pas de compte à rendre. Et puis, vous pouvez aussi y aller, comme dit Amanda de Corse. La vie réserve parfois de très jolies surprises. Vous savez, la vie est imprévisible. Donc, peut-être que vous allez passer un très agréable moment. Et voilà, c'est tout. D'accord ? Et puis, comme dit Hugo, malgré votre parcours, sachez que tous les hommes ne sont pas des salauds et qu'il faut essayer de profiter des bons moments. Hein ? Regardez, Caroline, hier, quand votre émission, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'était des salauds, hein ? Non. Alors, alors, attendez. Là, on va maintenant, et ça sera pour conclure, là, Josiane. Effectivement, hier, on a eu le témoignage de Lucette et d'autres femmes où on a parlé d'inceste. Donc, vous savez qu'un témoignage, après, suscite des réactions et on a entendu des histoires de viol et d'inceste. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont incestueux ou des violeurs. Mais évidemment que pour vous, ça a résonné très très fort à vos oreilles, parce que c'était votre parcours, c'était votre histoire. Hein ? Donc, ça ne peut que résonner très fort. Mais la majorité des hommes, Josiane, sont des hommes qui n'ont pas ces pulsions-là. C'est une minorité d'hommes qui font des dégâts immenses, évidemment. Ils font des dégâts immenses, mais c'est une minorité d'hommes. Voilà. Il faut le savoir. Voilà, Caroline, j'ai eu 3 filles. Mais Josiane, on va pas pouvoir. Josiane, c'est l'essentiel. Voilà. Josiane, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à demain,
pas de stress, d'accord ? Hein ? Ouais, et d'accord. puis voilà, vous me direz, vous pourrez me rappeler pour me dire finalement ce qui s'est passé. Et puis peut-être que ça vous réservera une jolie surprise. Je vous embrasse. Oui, d'accord, merci Caroline. Bonsoir Au revoir. Caroline. Au revoir, Josiane. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Allez, on va accueillir Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Excusez-moi, j'ai une main un peu cassée. Eh oui, j'entends ça. Je vous en prie. Voilà, je vous appelle pour la chose suivante. Je suis en couple depuis 3 ans. Oui. Et mon conjoint, il était divorcé depuis 10 ans. Il a gardé des relations tout à fait convenables avec son ex-femme. Oui. Et lors de son anniversaire, ça a été le cas il y a quelques semaines de ça, il l'a appelé pour son anniversaire et il lui a offert un bouquet de fleurs. Qu'il l'appelle, ça me paraît bien, mais qu'il lui offre un bouquet de fleurs, ça m'a paru un peu déplacé. Alors effectivement, à chaque fois, c'est source de désaccord et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il vous en offre à vous des fleurs ? Non, j'en ai eu uniquement pour... mais c'est pas un reproche. J'en ai uniquement pour mon anniversaire, qui est en janvier, voilà. D'accord, Et il vous en offre quand même à votre anniversaire aussi. Oui, mais quelque part, je vis ça comme étant mise sur une petite égalité. Oui, je comprends. Oui. Lui, son explication, c'est... parce qu'elle, c'est une femme de caractère et d'autorité. Et c'est quelqu'un qui, quand elle veut, sort un véritable rouleau compresseur. Et il m'a dit, je fais ça pour mettre du liant, je ne veux pas de problème. Avec les enfants ? Les enfants sont grands maintenant. Le dernier a 16 ans, l'avant-dernière a 20 ans. Bon, mais alors, il a peur de quoi quand il dit qu'il veut mettre du liant avec elle et qu'il fait référence à son autorité ? Ça semble masquer une crainte. Eh ben oui, il m'a dit, j'aime pas les conflits, j'ai pas envie qu'on me fasse la tête. Si j'ai quelque chose à demander... Qu'est-ce qu'il lui demande ? Ben je sais pas, rien en fait. Bah Rien, si, on peut penser qu'il lui demande des choses. Et peut-être par rapport aux enfants, enfin, il y a des... Non, en fait, il n'y a rien. Il veut éviter les problèmes. Et je lui ai dit, en agissant comme ça, et là où tu la crains encore et tu n'en es pas libre. Oui, il la craint, semble-t-il. Il me dit non. Alors évidemment, moi, je suis assez vexée. Parce que du coup, c'est moi qui ne veux pas comprendre. C'est moi qui ne suis pas assez souple avec elle. Il vit avec moi, il n'en a plus rien à faire d'elle, si ce n'est que c'est la mère des enfants. Enfin, voilà, quoi. Donc, vous dites ils sont grands, mais il y en a un quand même qui a 16 ans. Donc et l'autre qui a 20 ans. Oui, mais ça veut dire ils sont quand même en lien par rapport à ces enfants. Oui. Ils ont toujours des... Je veux dire, ils sont en contact. C'est pas comme si... Voilà. Vous voyez, ils sont amenés à avoir des relations par rapport à eux. C'est pas comme si c'était des adultes. Bon, donc il est amené à avoir des échanges avec elle. Justement, l'un des motifs, et vous m'y faites penser, c'était qu'il m'a dit, je vais t'amener à la voir encore plusieurs fois pendant plusieurs années, oui. Fréquemment, donc ça met du lion. Voilà. Il me dit, c'est stratégique. Oui, mais c'est possible, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est-à-dire, bon, le langage des fleurs, hein. C'est une façon d'amadouer. Oui, mais je comprends sa perspective, mais moi, je la comprends pas et j'ai pas envie de la comprendre. Enfin, oui, vous me dites, ça vous agace. Oui, d'autant qu'elle ne manque pas de casser du sucre sur le dos, sur son dos quand il peut. Et, qui casse du sucre sur le dos de qui ? C'est elle qui casse de temps en temps du sucre sur son dos auprès des enfants, mais maintenant ça n'a plus forcément d'impact. Mais vous ne la voyez pas sinon, cette femme ? Mais, des fois je suis amenée à la croiser comme ça occasionnellement, soit quand elle ramène les enfants parce que je suis là dans la voiture. Oui. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est tout à fait estimable. Hein. Par ailleurs, il n'y a pas de... Mais je lui ai dit, maintenant, quand tu ramèneras tes enfants, je lui dis, je ne serai plus présente.
Il m'a dit, mais pourquoi on est un couple, après tout, elle risque de penser que tu as peur. Je lui dis, écoute, elle peut penser ce qu'elle veut, ça m'est égal. La peur revient tout le temps dans son discours. Il a peur. Il a craint, en tout cas. Ouais. Il craint, c'est peut-être d'ailleurs... en tout cas, ça devrait vous rassurer, Elisabeth. C'est-à-dire que il n'y a pas, semble-t-il, derrière ce bouquet de fleurs envoyé, de l'amour, quelque chose qui subsisterait, quelque chose d'un, vous voyez, chercher encore à rallumer la flamme ou quelque chose comme ça. Il cherche plus à amadouer, à amadouer l'ex, à créer du lien, du liant. Bon. Donc on n'y voit pas. C'est plus de la crainte que de l'amour, tout ça. Et qu'il la craigne, ça me vexe parce que elle a encore. Je lui dis, en ayant peur d'elle, tu lui donnes barre sur toi. Oui, mais ça, à la limite, bien sûr. Mais bon, c'est sa problématique à lui. Vous ne savez pas aussi quel est c'est lié à leur histoire, à leur passif à eux de couple. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, là-dedans, je ne sais pas comment me positionner parce que je passe toujours pour la méchante. Oui, alors justement, attention de ne pas faire en sorte qu'il vous craigne, vous aussi. C'est-à-dire, il a déjà eu... au fond, peut-être qu'il a craint encore, il craint le fait qu'elle puisse nuire. Même en étant séparés, il redoute sa capacité à nuire, même en étant séparés. Mais il a pu s'en séparer. Oui. Donc, quand vous me dites, Elisabeth, que vous en avez assez, parce que vous voulez pas passer pour la méchante, justement, ne passez pas pour la méchante. Laissez filer. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Après tout, le passé de leur couple, c'est pas le vôtre. Oui. C'est pas le vôtre. C'est-à-dire qu'il s'est séparé de cette femme qu'il vous décrit comme très très autoritaire, qui il lui souhaite son anniversaire et en lui souhaitant, il lui envoie un bouquet. Bon, c'est une façon de dire voilà, on garde des relations diplomatiques. Ils ont 2 enfants ensemble et forcément, ils ont des liens. Ça permet un peu. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Bon, voilà, mais comme il vous dit, c'est avec vous qu'il est, c'est vous qu'il aime. Donc, au fond, ça la ramène elle au milieu de votre relation. Et en plus, ça vous fait vous tenir un rôle qui est pas terriblement sympathique non plus. Non, mais c'est pas le genre de choses que je puisse admettre. Quoi? Ça, je lui ai dit, moi maintenant, je lui ai dit pour mon anniversaire ou autre chose, je lui ai dit, je ne veux plus que tu m'offres de bouquets de fleurs. Oui, ne vous braquez pas. C'est pas, ce sont les intentions qu'il y a derrière qui comptent, plus que le bouquet. Vous avez raison. Les intentions ne sont pas les mêmes. Elle, c'est stratégique. Alors oui, après, qu'il vous offre des fleurs à un autre moment qu'à votre anniversaire, s'il est un petit peu malin. Oui, mais c'est vrai qu'il a du mal à... Il n'y pense pas forcément, vous savez, les hommes ils pensent pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Hein. Non, mais il me dit souvent qu'on est compliqué. Il me dit souvent que les femmes sont compliquées et que de toute façon, quand il me dit qu'il faut de la souplesse avec elle, mais je dis, moi, je n'ai pas à avoir de souplesse. Oui, certainement. Oui, mais parce que vous êtes en train, c'est pas avec elle, c'est avec lui finalement que vous n'avez pas de souplesse. Lui, il essaie lui, il la connaît. Vous la connaissez pas finalement. Lui, il a été marié avec elle, il a eu des enfants avec elle. Bon, donc il a peut-être raison au fond de pas la braquer, parce que il n'y aurait pas d'enfants. Après tout, cette femme, elle serait complètement sortie de sa vie. Le problème, c'est qu'il y a des enfants et qu'elle peut pas. C'est ça, quand il y a eu des enfants et qu'il est un père et un père responsable, puisqu'il continue à avoir ses enfants.
Et donc tant mieux, c'est plutôt positif pour vous, ça, d'avoir affaire à un homme responsable. Eh bien, il l'aborde pas frontalement. Donc, il compose avec sa personnalité. Et il a compris peut-être qu'avec ce type de personnalité, il faut faire preuve de souplesse. Bon. Si ça passe par envoyer un bouquet de fleurs à son anniversaire, c'est une fois par an. Hein. Oui, c'est vrai. Mais implicitement, ça m'a amené, moi, à penser, il la craint, elle. Enfin, il a peur qu'elle lui fasse une scène de ménage. Mais moi, le fait que, à la limite, si je l'en fais, il ne le craint pas. Je pense pas que ça soit une scène de ménage. Je pense que c'est pas en termes de scène de ménage. Je pense que c'est plus une façon. Elle peut l'ennuyer via les enfants, via des choses, pour des tas de choses, via les enfants. Oui. Pas une scène de ménage. Ils sont plus ensemble. Elle a quelqu'un, elle, dans sa vie? Non. Oui. Malheureusement, elle a personne. Oui. Et non, mais elle peut l'ennuyer de multiples façons quand il y a des enfants, vous savez. Oui, mais maintenant les enfants sont grands. Oui, mais ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est que même s'ils sont grands, c'est pas comme effectivement quand il y a des tout petits, il y a quand même des liens. Oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est vrai que c'est quand même moins compliqué que quand ils sont tout petits, donc encore très dépendants, et qu'il faut un relais plus fort que quand ils sont évidemment bébés ou petits de 3 ans, 4, 5 ans, jusqu'à ou quand ils ne parlent pas, enfin, et qu'il faut vraiment passer le relais, donner les informations. Bon, là, 16 ans, 20 ans, mais 16 ans, il y a les informations par rapport aux études, il y a les choses, il y a du suivi. Il y a quand même un suivi, il faut quand même s'échanger pas que des informations, mais pour des voyages pour la santé, pour les études, il faut communiquer un minimum. Ça se met qu'on communique pas mal, mais enfin bon, c'est surtout par... Comment ? Il communique pas mal, mais c'est surtout par téléphone. Ben oui. Et c'est vrai que... Mais si elle veut lui empoisonner l'existence, elle peut le faire, vous savez. Elle peut le casser symboliquement auprès de ses enfants. Elle peut. Ça a déjà été fait, il y a longtemps. Oui, mais elle peut. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça peut être une façon pour lui d'amoindrir les choses. Je pense qu'il faudrait que vous preniez ça avec un peu plus de recul. Derrière le bouquet, ce sont les intentions qui comptent. Il vous le dit, c'est stratégique. Il m'a dit, je t'en parle, donc... Mais oui, il fait pas ça derrière votre dos. Oui. Donc effectivement, je suis désarmée. Un peu trop, ouais. Je vous lis des réactions. Un couple divorcé avec enfant formera toujours un couple parental. Il est donc préférable de conserver des relations cordiales, même s'il y a un bouquet de fleurs. Et puis le subversif dit: les hommes ne voient pas les détails, ne pensent pas aux petites choses importantes, ne distinguent pas les subtilités implicites. Bref, oui, soyons indulgents avec les hommes de Cro-Magnon. Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis Brigitte dit: l'essentiel n'est-il pas au fond qu'il ne soit plus amoureux d'elle? Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Alors c'est vrai que vous, c'est juste, vous allez au-delà. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans ce que vous nous dites de votre analyse. Mais je crois qu'effectivement, c'est pas. Bon, lui, hop, il veut pas de conflit, point barre. Allez, si pour pas qu'il y ait de conflit, eh ben, on lui envoie un bouquet de fleurs et hop, on est tranquille. Alors je comprends, Elisabeth, que pour vous, vous dites sympa, je suis mise au même niveau, moi aussi j'ai mon bouquet de fleurs pour l'anniversaire au même titre que l'ex. C'est pas, je comprends, mais dans les faits, il n'y a pas les mêmes intentions. Vous, il vous aime et ce bouquet de fleurs, il vient du cœur. Il y a quelqu'un qui dit, pour vous, il y a les fleurs sans épines. Elle, il y a les fleurs avec épines au fond, quoi. Vous voyez, c'est bon, c'est un peu toute la différence. Oui, ça peut vous consoler, voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est un petit peu ridicule à mon histoire. Non, c'est pas ridicule. Non, c'est pas ridicule, je comprends tout à fait. Mais je crois qu'il faut pas que ça vous empoisonne l'existence, parce que je crois qu'effectivement, il mesure pas que ça peut vous faire souffrir, et que ça serait dommage que du coup, vous endossiez le mauvais rôle dans cette histoire, et que vous donniez trop d'importance à cette femme. Elle est plus dans sa vie, c'est vous qui êtes à ses côtés, et c'est vous qui l'aime. Puis comme je suis un peu fatiguée en ce moment... C'est peut-être ça...
Oui, c'est ça. Ben, j'entends et ça fatigue beaucoup. Donc, reposez-vous. Oui. Reposez-vous. C'est très fatigant les extinctions de voix comme ça. Et reposez-vous. C'était quand votre anniversaire ? Moi, ce sera en janvier. Ça sera en janvier. Bon. Bon, bah d'ici là, vous serez bien reposé, et puis vous allez faire peut-être, dire au-delà du bouquet, faire, je sais pas, un petit week-end, quelque chose d'agréable, rien que pour vous. C'est prévu. Bon. C'est prévu. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Bonne soirée. Moi aussi. Reposez-vous bien. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. J'ai reçu un mail de Florence qui réagissait à ce que je disais, je crois, au témoignage de Patricia en tout début d'émission, qui nous parlait de son couple et du fait que son mari avait rejoint une femme, avait une relation extra-conjugale. Florence me dit non, Caroline, les maîtresses et les amants ne sont pas des sextoys destinés à raviver la flamme dans un couple épuisé. Ce sont aussi des rencontres et pas forcément au rabais. Vos propos méprisants sont insultants. Écoutez, ma chère Florence, d'abord, ce n'est à aucun moment je n'ai dit que les maîtresses et les amants étaient des sextoys. Là, c'est vous qui utilisez ce terme. Il n'y avait aucun mépris dans mes propos. C'est bien que vous m'écriviez en même temps parce que ça me permet de rétablir si vous aviez cru comprendre cela. Bien sûr que dans ces relations, comme on dit, extra-conjugales, il y a souvent de vraies rencontres et même des sentiments amoureux. Il y a même des personnes, hommes ou femmes, qui quittent leurs époux, leurs épouses. Mais il est vrai aussi que ces histoires parallèles permettent aux couples officiels souvent de se maintenir, de durer, alors que ces couples auraient peut-être explosé en plein vol, n'auraient peut-être pas pu se maintenir s'il n'y avait pas eu cette relation extra-conjugale. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement. Cela dit, quand il y a des propos comme ça qui vous font réagir, n'hésitez pas à appeler le 3921 et à le dire, en parler, qu'on puisse échanger à l'antenne. Allez, on va accueillir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle en fait parce que je suis complètement perturbée par rapport à ce qu'on m'a dit. J'ai mon mari qui a un cancer de la vessie et puis ça fait depuis presque un an. Les premiers symptômes sont arrivés en décembre 2009. Et puis là, il est en soins, chimiothérapie, rayons, tout ça. Oui. Et là, il est soigné dans un grand centre. Oui. Mais c'est grave, hein. On m'a jamais caché que c'était grave. Oui. Et la maladie évolue, là. Et en fait, je suis allée voir deux cartomanciennes, deux tireuses de cartes, et qui m'ont dit les deux, mais exactement la même chose. C'est-à-dire ? Exactement la même chose. C'est-à-dire que j'allais perdre mon mari dans l'été. Voilà. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que je suis restée pendant 2 semaines complètement perturbée à cause de ça. C'est terrible d'annoncer de telles nouvelles. Elles m'ont annoncé ça. C'est même quand j'ai commencé à téléphoner, à les appeler pour prendre rendez-vous, sans rien dire, bien entendu, parce que sinon c'est pas la peine d'aller consulter. Et en fait, elles m'ont dit que ne serait-ce qu'à ma voix, quand j'ai commencé à parler, elles ont senti que j'avais des gros problèmes et que il y en a une, elle m'a même dit, dès que vous avez commencé à parler, j'ai senti que vous étiez veuve. Je croyais même que vous étiez déjà veuve. C'est incroyable. Oui, ça. Écoutez, Stéphanie, moi je trouve que franchement annoncer comme ça en tirant les cartes la mort de quelqu'un, je trouve qu'on soit cartomancienne ou quel que soit, on
devrait, alors évidemment associer ça avec une certaine éthique. Bah oui, je vais quand même dire, on n'annonce pas des nouvelles terribles comme ça, parce que je sais pas, vous sortez de là, vous y allez en voiture. Imaginez que sous l'annonce de la nouvelle bouleversée, vous ayez un accident de voiture. Alors oui, elle tire une carte où elle voit la mort, comme elle dit. Ouais. Eh ben oui, et c'est vous qui avez un accident de voiture. On n'annonce pas des nouvelles si comme vous ça. voulez la première consultation, la première femme que j'ai vue, quand je suis repartie chez moi, je vous avoue franchement que je roulais très doucement et j'étais pas du tout au volant de ma voiture. Bah bien sûr, vous aviez complètement la tête ailleurs. Tout à fait. Mais Stéphanie, écoutez, ce qu'il faut entendre, c'est que votre mari est atteint d'un cancer de la vessie. Oui, les médecins ne vous cachent pas que c'est grave, mais il a de la chimiothérapie, il a de la radiothérapie. Ils font tout pour le soigner. Votre mari est en vie, il se bat. Il fait tout pour se battre. Il est en vie, il est dans la vie. Vous êtes à ses côtés, vous vous battez à ses côtés. Alors plutôt que d'aller voir des cartomanciennes qui vous racontent que votre mari va mourir cet été. Oui, Nous sommes en novembre, Stéphanie. Votre mari, il est là, il est en vie. Tenez-lui la main, battez-vous avec lui à ses côtés. Arrêtez d'aller voir les cartomanciennes et pensez à la vie que vous avez là à ses côtés. Et pour le moment, c'est la vie qui est là qui compte. Aidez-le à se battre à ses côtés. On doit se quitter malheureusement parce que c'est taratata, mais si vous voulez, on en reparle bien volontiers. Et laissez tomber pour le moment toutes ces diseuses de mauvaises aventures. Je vous embrasse fort, Stéphanie. Au revoir.